Personne n'aurait remarqué ce petit bruit, ce cri à peine audible, noyé dans le vacarme d'un hôpital de province. Mais lui, il s'est arrêté. Omar Sy. Il s'est retourné, les sourcils froncés. Quelque chose clochait. Il n'était pas censé être là. Il n'était pas venu pour ça. Ce matin-là, Omar était venu discrètement rendre visite à un vieil ami opéré de la hanche. Pas de caméra, pas d'attaché de presse, juste un passage rapide, humain. Mais ce cri, ce n'était pas un cri de douleur, c'était un cri de solitude. Et ça, Omar le connaissait trop bien. Il s'éloigna du couloir principal, la main sur la rambarde, son pas ralentissant. Une infirmière le croisa sans le reconnaître. Au fond d'un couloir, mal éclairé, près d'une salle de repos condamnée, il la vit. Une adolescente, pas plus de 14 ans, assise contre le mur, les genoux ramenés contre elle, les bras tremblants, le regard ailleurs, et dans ses mains, un carnet usé dont dépassaient des feuilles froissées. Omar ne dit rien tout de suite. Il s'accroupit à une distance respectueuse. Elle ne leva pas les yeux. Mais elle s'arrêta de trembler. « Salut, dit-il doucement. Pas de réponse. « Je m'appelle Omar. Et toi? Tu veux que je parte ?» Elle ne réagit toujours pas, mais ses doigts cessèrent de tordre la couverture du carnet. Un médecin arriva en courant derrière Omar, essoufflé. « Excusez-moi, vous ne pouvez pas rester ici. Cette patiente a des troubles du spectre autistique. Elle ne communique pas. Elle s'isole souvent ici. Nous essayons de la surveiller. » Omar le coupa gentiment, mais fermement. « Vous connaissez son prénom ?» Un silence. « Léa, je crois, dit enfin l'homme. Elle est ici pour un suivi pédiatrique depuis plusieurs mois. Mais on manque de personnel. Et elle ne parle pas. » Omar tourna la tête vers elle. Elle le fixait maintenant. Deux yeux noirs, profonds, ancrés dans un monde à part. « Est-ce que je peux voir ton carnet ?» demanda-t-il. Elle hésita, puis, lentement, tendit une page. Un dessin, d'une précision troublante. Un pont, immense, au-dessus d'un fleuve sombre. Sur ce pont, une silhouette seule. En bas, des mots griffonnés en lettres penchées. Je crie, mais personne n'écoute. Omar sentit un frisson glacé lui traverser la nuque. Ce n'était pas un simple dessin d'enfant. C'était un appel, une douleur mise en image, et surtout une métaphore qu'il comprenait jusqu'au plus profond de lui. « Tu dessines ça souvent ?» demanda-t-il. Elle acquiesça lentement, puis tourna une autre page, et encore une. Chaque dessin montrait le même pont, la même silhouette, parfois sous la pluie, parfois brisée, parfois avec une autre silhouette à distance, mais toujours la même solitude. « Tu veux me raconter ce pont ? Ou que je le traverse avec toi ?» dit Omar en chuchotant. Léa baissa les yeux, mais ses lèvres remuèrent à peine. « C'est là que mon frère est parti. » Omar ne répondit pas. Il s'assit à côté d'elle, et dans ce silence partagé, quelque chose changea. Un médecin observa la scène à distance, stupéfait. Les jours suivants, Omar ne cessa de penser à Léa. Il n'avait pas pris son nom de famille, ni posé trop de questions. Il avait juste demandé au médecin s'il pouvait repasser, de manière informelle, pour lui montrer un truc. Le médecin, embarrassé, avait accepté, à condition que cela reste discret. Ce n'était pas pour une émission, pas pour un documentaire. C'était devenu personnel. Quand Omar revint, 3 jours plus tard, Léa était assise au même endroit, toujours adossée au mur, son carnet sur les genoux. Quand elle le vit, elle leva les yeux mais ne sourit pas. Pourtant, elle ne sembla pas surprise, comme si, quelque part, elle avait su qu'il reviendrait. « J'ai quelque chose à te montrer, dit-il. » Il sortit de son sac une boîte plate, en bois clair. Il l'ouvrit doucement. À l'intérieur, des dizaines de dessins, froissés, certains tachés d'encre, d'autres déchirés. Ses propres croquis. Omar dessinait, depuis toujours, mais ça, personne ne le savait. Je ne les ai jamais montrés à personne, parce que moi aussi, parfois, j'ai l'impression que mes mots ne suffisent pas. Léa tendit la main sans dire un mot. Il lui remit un dessin. Un homme, seul, au sommet d'un immeuble, le regard tourné vers une foule floue. Et en bas, une phrase. « Si je crie trop fort, on me dira que j'exagère. » Léa cligna des yeux, puis sortit un crayon noir de sa manche et, sans demander la permission, ajouta quelque chose au dessin. Une deuxième silhouette. Pas très définie, mais visible. Elle se tenait à côté de l'homme, lui tendant une feuille blanche. Omar sentit sa gorge se nouer. « C'est toi ?» demanda-t-il.
Elle ne répondit pas, mais elle resta là. Et ce silence était une réponse. Le lendemain, Omar appela Fatima. Elle était à Bordeaux, occupée à organiser la collecte de fonds pour le centre Le Pont qu'ils avaient si rêvé ensemble. Il lui parla de Léa, de ses dessins, de son frère disparu, peut-être, et de cette douleur figée dans l'encre. Je ne sais pas quoi faire, avoua-t-il. Elle ne parle presque pas, mais ses dessins crient plus fort que 1000 discours. Alors écoute-les, répondit Fatima calmement, et reste, même en silence. C'est ce que tu as fait pour Ismaël, c'est ce que tu fais pour nous tous. Le surlendemain, Léa attendait Omar avec une feuille blanche, un défi muet. Tu veux qu'on dessine ensemble dit-il. Elle hocha la tête, et ainsi commença un étrange rituel. Chaque jour, à la même heure, dans ce couloir oublié, ils dessinaient, parfois côte à côte, parfois chacun dans son monde, mais toujours ensemble. Les infirmières commencèrent à remarquer un changement. Léa, autrefois enfermée dans un mutisme total, avait commencé à demander du papier, puis des crayons de couleur, puis un café au lait, un détail, mais un tremblement dans l'immobilité. Un matin, Omar arriva avec un grand carton à dessin. Il s'assit sans dire un mot, le posa devant elle et l'ouvrit. Dedans, leurs créations côte à côte, montées sur des feuilles épaisses, prêtes à être exposées. Je voudrais les montrer, pas à la télé, à des jeunes, à des gens comme toi, et moi, qui pensent qu'ils sont seuls. Léa parut troublée, puis elle écrivit sur un coin de feuille « Seulement si mon frère y est aussi ». Omar fronça les sourcils. « Ton frère, c'est lui sur le pont ?» Elle hocha lentement la tête. Il était temps de savoir. Il ne pouvait plus se contenter d'attendre. Il alla voir l'assistante sociale de l'hôpital. Il demanda ce qu'il pouvait savoir. Elle hésita, évoqua le secret médical, les règles, les limites. Puis elle vit les dessins. « C'est elle qui a fait ça ?» souffla-t-elle. Omar acquiesça. Elle se leva, sortit un dossier. Léa Martin, 14 ans, placée sous protection judiciaire après le suicide de son frère aîné, Adrien, il y a 1 an. Trouble autistique sévère diagnostiqué. Silence total depuis le jour de l'enterrement. Un frisson remonta le long du dos d'Omar. Il comprenait maintenant. Le pont, l'absence, la silhouette. Tout prenait sens. Il retourna la voir cette fois avec précaution. Il ne voulait pas brusquer. Mais Léa l'attendait. Elle avait collé un nouveau dessin sur le mur. Un pont. Mais cette fois, il y avait 2 silhouettes dessus, debout, côte à côte. Elle l'avait dessiné, lui. Et en bas, écrit en lettres minuscules, « Tu peux le traverser avec moi ?» Omar s'assit, le cœur serré. Il ne dit rien. Juste un mot, doucement. Oui. Depuis ce jour où Léa avait dessiné Omar à ses côtés sur le pont, quelque chose avait irrémédiablement changé. Pas dans le regard des adultes, pas dans les chiffres des rapports sociaux, mais dans l'invisible, dans cet espace fragile où une main tendue peut devenir un tremplin vers la vie. Omar, lui, le savait. Il sentait qu'il avait été choisi, pas par Léa, mais par la douleur elle-même, cette douleur muette qui demande simplement qu'on reste. Il ne savait pas encore comment, mais il sentait que ce lien entre eux pouvait devenir plus grand que leurs 2 histoires. Et c'est ainsi qu'il prit une décision. Le matin suivant, il contacta Fatima à Bordeaux. Elle venait d'obtenir les premiers financements publics pour agrandir Le Pont, leur centre pour les jeunes invisibles. « Je crois qu'on tient notre première exposition, dit-il, la voix tendue. Une exposition ? De quoi ? Des dessins. Ceux de Léa, et quelques-uns des miens. Ce ne sera pas une galerie chic, ce sera dans un foyer, ou une école, un couloir s'il le faut, mais il faut que les gens voient. » Fatima ne répondit pas tout de suite, puis elle lâcha « Si elle est d'accord, alors fonce !» Omar retourna à l'hôpital le cœur battant. Il trouva Léa assise, le regard plongé dans une feuille blanche. Il lui parla de l'idée. D'abord, elle ne réagit pas. Puis, lentement, elle griffonna une réponse. « Je ne veux pas qu'on me regarde comme une victime. » Il lut cette phrase plusieurs fois. Elle était plus qu'une crainte, c'était un cri. Il s'agenouilla doucement à sa hauteur. « Alors on montrera que t'es une survivante, pas une victime, et que ton frère l'était aussi. » Léa baissa la tête, puis elle tourna la feuille et écrivit. Il s'appelait Adrien. Il dessinait aussi. Ce fut la première fois qu'elle prononça son nom.
en silence, certes, mais avec une puissance qui fit trembler Omar jusqu'au fond des os. Le projet se mit en place. Avec l'aide d'un éducateur du foyer, ils commencèrent à scanner les dessins. Omar rédigea quelques lignes pour accompagner chaque œuvre. Mais chaque mot, chaque virgule, passait d'abord par les yeux de Léa. Elle validait, elle effaçait, elle corrigeait. Un soir, alors qu'ils ajustaient les cadres sur des panneaux d'affichage dans un vieux centre social de la Seine-Saint-Denis, elle lui demanda « Tu crois qu'il serait fier de moi ?» C'était la première fois qu'Omar l'entendait parler, une voix fluette, brisée mais présente. Il sentit sa gorge se serrer. « Je crois qu'il l'est déjà. » Le vernissage eut lieu un vendredi après-midi, sans champagne, sans flash, mais avec des regards vrais. Une trentaine de personnes vinrent, des éducateurs, des jeunes, une ancienne professeure de dessin, même un député local, curieux d'un projet communautaire inattendu. L'exposition s'appelait « Ce qu'on ne dit pas », et sous ce titre, en lettres fines, la signature « Léa et Adrien ». Omar restait discret. Il observait de loin. Léa, elle, se tenait à côté de ses œuvres, droite, silencieuse, mais debout. À un moment, une femme s'approcha d'elle. Elle avait les yeux rougis. Elle regardait un dessin représentant deux silhouettes marchant l'une vers l'autre, séparées par une rivière noire. « Mon fils a sauté d'un pont, » murmura-t-elle. « Il avait ton âge. Je n'ai jamais compris pourquoi, jusqu'à ce dessin. » Léa ne dit rien, mais elle prit la main de la femme, juste ça. Et ce fut immense. Après l'événement, Omar proposa à Léa d'aller manger un morceau. Ils s'assirent sur un banc, dans un parc tout proche. Le silence était confortable maintenant. « Tu sais, » murmura Omar, « c'est pas fini. Ce qu'on a commencé, ça peut grandir. » « Grandir comment ?» demanda-t-elle, toujours sans le regarder. « On peut ouvrir un atelier, pas pour vendre, pour parler sans parler, comme toi et Adrien. » Léa réfléchit. « Mais personne n'écoute ?»« Si, » répondit Omar, « maintenant ils commencent, et s'ils arrêtent, alors on criera plus fort. » Elle sourit pour la première fois, un sourire timide, en coin. Mais un vrai sourire. Ce soir-là, Omar rentra chez lui et trouva un message de Fatima sur son répondeur. « Omar, je crois qu'on a lancé quelque chose de plus grand que nous. Continue. Pour elle, pour Adrien, et pour tous ceux qu'on n'entend pas. » Il s'assit à son bureau, prit une feuille blanche et écrivit en haut « Projet Adrien, un atelier pour ceux qui dessinent dans l'ombre. » Et tout au fond de lui, une certitude naissait. Ce qu'ils avaient recommencé n'était pas un geste de compassion, c'était un acte de résistance. Le lendemain matin, dans un petit local prêté par la mairie du 19e arrondissement, Léa entra avec son sac à dos, ses crayons et une feuille vierge. Omar l'attendait déjà, en train de visser les pieds bancals d'une table récupérée. Il leva les yeux et sourit. « Bienvenue dans ton atelier. » Elle observa la pièce. 4 murs bruts, un néon qui clignotait, une fenêtre trop haute. Mais au centre, une grande table, des chaises de toute taille, et au mur, une pancarte qu'Omar avait accrochée avec du scotch. « On dessine ce qu'on n'ose pas dire. » Léa s'assit, sortit ses affaires, et se mit à dessiner. Très vite, d'autres jeunes commencèrent à arriver. D'abord 2, puis 5, puis 10, tous envoyés par des éducateurs, des psychologues scolaires, ou simplement venus voir ce que c'était, ce truc avec Omar Sy et les dessins. Il n'y avait pas de règles, pas d'inscription, juste un cahier à l'entrée où chacun notait son prénom. Un garçon aux cheveux ras s'installa en silence. Il traçait des traits violents, noirs, épais. Une fille, toute menue, dessinait uniquement des clés et des cadenas. Un autre ne dessinait pas, mais regardait les autres, les yeux grands ouverts, comme s'il cherchait une autorisation pour exister. Omar ne les pressait pas. Il se contentait d'être là, d'offrir le thé, de ramasser les feuilles tombées, et parfois de dessiner lui aussi, mal, très mal, mais avec honnêteté. Un jour, Léa lui dit « Tu pourrais demander des subventions, tu sais, ça changerait tout. » Il secoua la tête. « Pas maintenant, pas tant qu'on n'a pas prouvé que ce qu'on fait vaut plus qu'un projet sur papier. » Mais cette philosophie allait bientôt être mise à l'épreuve, car ce que ni Omar ni Léa ne savaient, c'est qu'une journaliste du Monde, alertée par l'exposition discrète de la semaine précédente, avait décidé de venir voir l'atelier en personne. Elle entra un mercredi après-midi, sans s'annoncer, s'assit dans un coin, silencieuse. Elle observait. Elle écrivait. Elle pleurait parfois.
2 jours plus tard, son article paraissait « Dans une ruelle de Paris, des enfants dessinent pour ne pas hurler ». L'article fit l'effet d'une détonation. En 24 heures, le téléphone de l'atelier ne cessa de sonner. Des appels de fondations, de mécènes, d'influenceurs, de politiques. Certains voulaient aider, d'autres partenariats médias. Un grand réseau d'art contemporain proposa même une exposition nationale. Omar refusa, poliment mais fermement. Ce n'est pas une galerie, c'est un refuge. Mais il accepta une chose, qu'un extrait de l'article soit lu à l'Assemblée nationale. Une députée sensible à la question des mineurs isolés proposa d'intégrer l'histoire de l'atelier dans un projet de loi sur les structures d'accueil pour enfants en détresse psychologique. Léa fut bouleversée, mais pas impressionnée. Si ça change quelque chose, tant mieux. Mais s'ils oublient, on continuera. Elle grandissait, pas en taille mais en force. Elle devenait l'âme de l'atelier. Elle accueillait, elle rassurait, elle posait des feuilles devant ceux qui n'osaient pas demander. Un soir, alors que tous étaient vont partis, elle montra à Omar un dessin, différent, coloré. 2 enfants y figuraient, main dans la main. L'un ressemblait à Adrien, l'autre à elle. Et derrière eux, un pont, plus solide que le précédent, en pierre, avec une lumière qui le traversait. « Tu crois qu'on peut le construire, ce pont » demanda-t-elle. Omar ne répondit pas tout de suite. Puis il se leva, sortit une boîte de carton et en sortit une pancarte qu'il accrocha à la porte du local, à côté de celle déjà existante. On pouvait y lire « Bienvenue à l'atelier Adrien ». Léa resta figée. « Tu l'as fait, c'est toi qui l'as construit. Moi je n'ai fait que poser la première pierre. » Mais dans l'ombre, tous ne voyaient pas d'un bon œil ce petit miracle discret. Le directeur d'un grand centre social voisin, frustré par la visibilité soudaine de l'atelier, commença à faire pression auprès de la mairie. Il prétendit que le local n'était pas aux normes, que les enfants n'étaient ni pas encadrés par des professionnels agréés. Il exigea une inspection. Le jour de l'inspection, Léa tremblait, Omar aussi. Une équipe entra, bloc-notes en main, visage fermé. Ils prirent des photos, posèrent des questions pointues. Quand ils demandèrent à voir les diplômes d'Omar, il répondit simplement « Je n'ai pas de diplôme en thérapie, mais j'ai des heures d'écoute, des jours de silence partagé, des mois de regards relevés. » Ils notèrent, puis partirent. Le soir, Omar s'assit sur une marche. Léa vint le rejoindre. « Tu crois qu'ils vont fermer l'atelier ?»« Peut-être. Et on fait quoi s'ils le font ?» Il réfléchit. « Alors on recommence ailleurs, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils comprennent. » Et dans le silence du soir, sous la lumière d'un réverbère fatigué, une évidence s'imposa. L'atelier n'était pas un lieu, c'était une idée. Et les idées, elles, n'ont pas de porte à fermer. 2 jours après l'inspection, une lettre arriva dans la boîte en métal rouillé du local. Omar la trouva en arrivant tôt le matin. Il l'ouvrit en silence, devant Léa qui balayait les feuilles mortes à l'entrée. Il la lut, soupira, puis leva les yeux. « On nous accorde un sursis. 3 mois. » 3 mois, c'est tout ? 3 mois pour prouver que ce qu'on fait ici a une valeur, qu'on n'est pas juste un atelier sauvage. Léa fronça les sourcils. « Alors on va leur montrer. » Ce jour-là, elle proposa une idée simple mais puissante, une exposition. Pas dans une galerie, dans la rue, juste devant l'atelier, des dessins suspendus sur des cordes à linge, des messages manuscrits, des photos de leurs mains tachées d'encre. Ils appelèrent ça les voix suspendues. Pendant 1 semaine, ils préparèrent. Chaque enfant choisit un dessin. Derrière chaque feuille, un mot, une phrase, un cri. Pas de nom, juste l'émotion brute. Le jour de l'exposition, il faisait gris. Une pluie fine tombait, mais personne ne recula. Léa accrocha les premières feuilles. Puis les autres suivirent. Un passant s'arrêta. Puis 2. Puis 10. En fin de journée, ils étaient une centaine à marcher lentement entre les cordes de linge, les yeux levés, le souffle coupé. Une dame âgée s'approcha d'Omar, les larmes aux yeux. On oublie souvent qu'un enfant qui dessine, c'est un adulte qui guérit. L'info remonta vite. La mairie dépêcha un représentant, puis une chaîne de télévision. Une journaliste tendit son micro à Léa, qui hésita, puis dit simplement « On n'a pas de diplôme, pas de budget, mais on a vu des enfants parler pour la première fois grâce à un crayon. Et ça vaut toutes les études. » Le reportage fit le tour des réseaux. L'audience pleura, partagea, s'indigna. Mais pendant que l'atelier devenait un symbole, Omar s'inquiétait. Car Adrien,
Adrien ne revenait plus. Depuis plusieurs semaines déjà, son nom n'apparaissait plus dans le cahier d'entrée. Sa chaise restait vide. Personne ne savait où il était. Un soir, Omar interrogea un éducateur du quartier. Adrien, il a été placé. Après un signalement. Agression verbale, tentative de fuite, automutilation. Il est dans un centre fermé à Melun. Un silence. Tu veux l'y voir? Ça va pas être simple. Mais Omar n'hésita pas. 3 jours plus tard, il était devant les grilles du centre. Un bâtiment froid, gris, avec des caméras à chaque angle. Il avait demandé une visite, à titre personnel. On lui accorda 15 minutes. Adrien entra dans la pièce sans le regarder. Il s'assit, bras croisés, des cernes sous les yeux, un air absent. « Salut » dit doucement Omar. Silence. « On t'attend à l'atelier, tu sais ?» Adrien haussa les épaules. « C'est fini, ça. Vous croyez que des dessins, ça change quelque chose? Moi, j'ai tout essayé, et regarde où je suis. » Omar le regarda sans répondre tout de suite, puis il sortit un petit carnet de sa poche. Il le posa devant Adrien. « C'est ton carnet. Léa l'a gardé. » Adrien ne le toucha pas, mais ses yeux s'y attardèrent. « Ils veulent fermer l'atelier, tu sais. Il nous reste peu de temps pour montrer qu'on existe. Et moi? Moi, j'existe encore, là ?» Omar le regarda dans les yeux. « Tu existes pour moi, pour Léa, pour tous ceux qui ont vu tes dessins. Et si tu veux revenir, on t'ouvre la porte, toujours. » Il se leva. Avant de partir, il ajouta « Tu sais, parfois ce n'est pas le dessin qui change le monde, c'est le regard qu'on porte dessus. » Le lendemain, à l'atelier, Léa entra comme d'habitude. Elle trouva un carnet posé sur la table, et à côté, une feuille neuve, pliée en deux. Elle l'ouvrit. Un dessin, celui d'Adrien, le premier depuis des mois. On y voyait un enfant, debout, face à un mur. Dans sa main, un crayon. Et sur le mur, une phrase. « Je n'ai pas crié, j'ai dessiné. » Léa resta longtemps figée. « Il est revenu, » murmura-t-elle. Omar, à côté, hocha lentement la tête. Pas encore. Mais il a retrouvé sa voix. À partir de ce jour, l'atelier changea. Plus fort, plus organisé. Des bénévoles proposèrent des ateliers de théâtre, d'écriture, de musique. Un ancien éducateur vint prêter main forte. On installa un coin bibliothèque, une boîte à rêves, où chaque enfant pouvait glisser un mot, un espoir. La mairie finit par céder. Le local fut officiellement reconnu comme espace d'expression libre pour la jeunesse en situation de fragilité. Mais pour Léa et Omar, ce n'était pas une fin. C'était juste un nouveau départ. Un soir, Omar regarda le local vide, les feuilles accrochées, les rires encore suspendus dans l'air. « Tu crois qu'ils nous oublieront ?» demanda-t-il à Léa. Elle sourit. « Peut-être, mais les murs, eux, se souviendront. » Le vent soufflait doucement sur le quartier ce matin-là. Devant le local de l'atelier, les volets étaient encore fermés, mais à l'intérieur, tout était en mouvement. Léa, Omar et les enfants s'affairaient. Car ce jour-là n'était pas comme les autres. C'était l'inauguration officielle du centre, reconnu désormais par la ville comme un espace de résilience, d'écoute et d'art. Mais ce n'était pas ce qui rendait cette journée spéciale. Ce qui la rendait unique, c'était le retour d'Adrien. Il était arrivé en silence, son sac à la main, une casquette enfoncée sur la tête. Quand il entra, les regards se tournèrent, hésitants. Léa s'approcha doucement. « Tu veux reprendre ta place ?» Il hocha la tête sans un mot, et sans même enlever sa veste, il se dirigea vers sa table. Le carnet était là, fermé, mais intact. Il s'assit, prit un crayon, et commença à dessiner. C'était comme si le temps s'était remis à couler. Omar, lui, observait depuis l'embrasure de la porte. Il ne dit rien. Mais dans ses yeux brillait cette fierté discrète, celle d'un homme qui sait qu'il a tenu sa promesse. À 14 heures, les invités commencèrent à arriver. Des voisins, des enseignants, des journalistes aussi. Et une présence inattendue. Une femme descendit d'une voiture noire discrète. Elle portait un manteau bleu marine, les traits tirés mais le regard vif. « C'est la ministre de la Culture », murmura quelqu'un. Elle s'approcha, tendit la main à Léa. « Je voulais voir. Pas les chiffres, pas les rapports. Voir ce que vous avez construit. » On lui fit faire le tour. Elle vit les dessins, les messages, les photos suspendues. Elle s'arrêta devant le coin bibliothèque.
lut à voix haute un mot laissé par un enfant. Quand je viens ici, j'ai l'impression que je suis quelqu'un. Elle ne dit rien, mais essuya discrètement une larme. Un peu plus tard, elle prit la parole devant les invités, la presse, les enfants. Dans une époque où l'on parle beaucoup, ici on écoute. Où l'on juge vite, ici on comprend. Ce centre ne sauvera peut-être pas tout. Mais il rappelle à chacun ce qu'on oublie trop souvent, que derrière chaque silence d'enfant, il y a un cri qu'il faut entendre. Un tonnerre d'applaudissements suivit. Mais c'est un autre moment qui changea tout. Alors que l'attention se dispersait, Omar monta sur la petite scène improvisée. Il tenait quelque chose dans les mains. « Je veux vous lire une lettre, dit-il simplement. C'était une lettre qu'Adrien lui avait donnée la veille, écrite à la main. Pas pour les réseaux, pas pour les adultes, pour lui-même. Il lut à haute voix. « Je m'appelle Adrien, j'ai 13 ans. J'ai cru que j'étais un problème, qu'il fallait me cacher, me taire, me corriger. Mais ici j'ai compris que j'étais juste un enfant qui avait besoin d'exister. Je ne veux pas devenir célèbre, je veux devenir libre. » Un silence frappa la cour comme un souffle sacré. Et à cet instant, sans discours politique, sans promesses grandiloquentes, l'atelier était devenu bien plus qu'un lieu, un symbole. Dans les jours qui suivirent, les médias relayèrent cette histoire, mais cette fois sans sensationnalisme. On parlait d'un lieu où des enfants réapprennent à parler autrement. Des associations contactèrent Téléa. Des éducateurs demandèrent à venir voir. Une fondation proposa un soutien logistique. Et au fond, dans l'ombre, Omar refusait toujours les interviews. « Ce n'est pas mon histoire, disait-il. Ce sont les leurs. » Un soir, alors que les enfants étaient morts partis, il resta seul dans le local. Il regarda les murs, chaque dessin, chaque trace. Il pensa à Adrien, à Léa, à Fatima, à Paul, à Lina, à tous ceux qui un jour avaient pensé que c'était trop tard. Et il écrivit dans son carnet. Parfois, il ne faut pas hurler pour changer les choses, il faut juste écouter. Et croire qu'un dessin, un mot, une main posée sur l'épaule, peut être une révolution silencieuse. Il referma le carnet, éteignit la lumière, ferma la porte, et alors que la nuit tombait sur Paris, une lumière restait allumée dans ce petit atelier du 19e arrondissement. Discrète, mais indélébile,